Morgane. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Morgane Audy, je fais du maraîchage à Brec dans le Morbihan sur une petite ferme de 1,3 hectares. Donc ça, je fais du maraîchage depuis une quinzaine d'années et je fais partie de la Confédération paysanne. Et donc je suis ici voilà, avec ce mandat syndical. Et la Confédération paysanne fait partie du mouvement paysan mondial qui s'appelle la Via Campesina. La Via Campesina, donc, c'est un mouvement social qui rassemble des syndicats, à la fois de paysans mais aussi de travailleurs agricoles, et assez large, de ruraux, de femmes rurales, de jeunes. C'est certainement l'un des plus gros mouvements sociaux au niveau mondial. On rassemble à peu près 200 millions de personnes dans les organisations membres au niveau mondial. Il y a vraiment des organisations notamment de masse, notamment dans les pays asiatiques, en Inde, en Indonésie, mais aussi au Brésil. Vous connaissez certainement le mouvement des Sans Terre, qui est une des organisations les plus connues de la Via Campesina. Et c'est un mouvement très pluraliste, donc qui unit des organisations paysannes de travailleurs avec une immense diversité culturelle, de pratiques agricoles, mais aussi de diversité idéologique. Je voulais intervenir aujourd'hui sur la question de l'idéologie. Parce que je pense qu'on a été très bercés, tous et toutes, par l'idée que c'était la fin des paysans. C'était vraiment un espèce de discours très dominant dans les années 50, 60, 70. Voilà, le bouquin de Mandras, enfin, tout ça, de façon générale. Et je pense que c'est encore très présent à l'heure actuelle. L'idée que, bon, il y en a encore quelques-uns qui sont là, mais enfin, bon, c'est un peu les derniers des Mohicans et c'est la fin. Et très certainement, si on veut rempaysanner ou réempaysanner, c'est un mot un peu nouveau pour moi, ça demande de changer assez profondément cette vision-là et se dire que ça n'est pas la fin des paysans, ça n'a jamais été la fin des paysans, et de prendre un peu de profondeur à la fois historique et géographique sur l'importance des paysannes et des paysans dans le monde. Et du coup, je vais commencer par la profondeur historique. Je crois que c'est pour ça que j'ai été invitée, parce que j'ai participé à un documentaire qui s'appelle Le Temps des paysans, qui passe sur Arte. Et ce documentaire montre très clairement l'enjeu de sortir les paysanneries d'une espèce de nuit historique, d'une invisibilisation des paysans et des paysannes, c'est-à-dire de la grande majorité de la population mondiale. Et ça me fait penser à... Vous savez, il y a quelques années, Sarkozy il était allé en Afrique et il avait dit l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, et un truc comme ça. Ce qui est complètement con. Il y a une espèce d'idée reçue sur les paysans et les paysannes qui est de la même idée. Un peu que finalement, l'histoire des paysanneries, elle ne vaut la peine d'être contée qu'en gros, suite au moment où finalement on a réussi à être modernisé. Je dis être modernisé et pas se moderniser parce que c'est vu comme quelque chose de profondément extérieur imposé aux paysanneries. Et comme si avant on aurait fait partie d'un état de nature non historique. Et ça, c'est une idée assez partagée à gauche et à droite, hein, parce que aussi Marx, il a dit que les paysans, c'était comme un sac de patates, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de capacité à agir dans l'histoire. Et donc, cette idée, elle imprègne très profondément nos subconscients, que finalement, bah oui, les paysans, ils sont là, on fait partie d'une espèce d'état ahistorique, mais qu'on n'a jamais participé aux luttes sociales qui ont fait l'histoire. Et ben en fait, c'est complètement faux. Mais pour se rendre compte que c'est faux, il va falloir bosser sacrément, parce qu'il y a une invisibilisation très, très forte, et parce que l'histoire, elle est toujours construite par les dominants. Les dominants, c'est-à-dire les chefs, les gens proches de la hiérarchie religieuse, les riches, qui écrivent l'histoire et qui réussissent à imposer le discours historique sur comment s'est fait l'histoire. Et donc l'histoire, c'est toujours l'histoire des rois. Des rois, des riches, des grands, c'est jamais des femmes d'ailleurs, du coup. Voilà. Et du coup, il y a un enjeu à dire, en fait, non. En fait, les paysanneries, notamment les femmes paysannes, ont joué ont joué dans l'histoire un rôle clé dans l'évolution de ce monde. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on joue un rôle fondamental et que dans les années qui viennent, on va continuer à jouer un rôle fondamental. Et je pense que si on ne fait pas ce travail-là,
ce rempaysannement, il n'est pas possible. Donc je pense que c'est un travail profond, hyper important à faire. Là, cette année et l'an prochain, on commémore un événement qui a eu lieu il y a 500 ans, qui s'appelle la guerre des paysans. Je voudrais savoir dans la salle qui est-ce qui a déjà entendu parler de la guerre des paysans. Je vois un monsieur là. Bon, voilà. Il y a quelques personnes, ça fait plaisir, mais quand même très peu. En fait, la guerre des paysans, c'est un des principaux moments de révolte sociale massive sur le continent européen. C'est une révolte qui est partie, alors, qui a bourgeonné, notamment dans les régions, en Franche-Comté, Alsace et tout ça, à la fin du XVe siècle, avec le mouvement, la guerre des Rustaux, et ensuite qui est repartie du sud de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, qui n'était pas l'Allemagne à ce moment-là, et puis qui est remontée. On l'appelle aussi la guerre des paysans allemands. Mais en gros, il y a eu entre 200 et 300 000 personnes qui se sont soulevées. Donc c'était un mouvement énorme pour l'époque, y compris qui ont pris les armes, qui sont allés brûler des châteaux et des couvents pour dénoncer les privilèges, et qui ont publié les 12 articles de Memmingen, qui sont le premier document qui préfigure une déclaration des droits humains, où les paysans déclarent qu'il ne doit pas y avoir de servage, de servitude, que chacune doit être libre, que les communs doivent être protégés, qu'il doit y avoir des limites aux corvées imposées par les seigneurs sur les paysans, que les communautés rurales doivent pouvoir élire leurs prêtres. Enfin, tout un tas de revendications qui sont historiquement hyper importantes et dont nous n'avons jamais entendu parler, parce que ça n'est pas dans nos livres d'histoire. Et cette guerre des paysans, elle se fixe dans un moment historique qui est assez fondamental, le XVIe siècle, qui est quelques décennies après l'invasion par les Européens du continent américain et un génocide perpétré par les aristocrates européens sur le continent américain. Et en fait, en même temps qu'il y a ces débuts de la colonisation massive des Européens vers l'extérieur, il y a une colonisation intérieure du continent européen, notamment contre l'autonomie des paysans et des paysannes, aussi contre des autonomies régionales. Par exemple, c'est au même moment, en 1532, que la Bretagne est rattachée à la France. Et si on regarde l'histoire de la plupart des régions européennes, c'est vraiment assez impressionnant de voir comment ça s'est articulé à ce moment-là. En fait, les États ont renforcé leurs armées grâce à l'or qui arrivait du continent américain et ont fait une guerre aux paysans, et notamment une guerre aux femmes, parce que ce XVIe siècle-là, c'est le grand siècle de la chasse aux sorcières, où pour diviser les sociétés rurales, à la fois les prêtres, les banquiers et les aristocrates, qu'ils soient protestants ou catholiques d'ailleurs, se sont mis ensemble pour brûler des femmes, qui était le symbole de la résistance et de l'autonomie face à ces pouvoirs qui émergeaient. C'est aussi à cette époque-là qu'émerge une partie très importante de cette idéologie moderne, c'est la science moderne mécaniste. C'est-à-dire l'idéologie selon laquelle à la fois la nature et les corps sont des machines. C'est toutes les idées autour de Francis Bacon ou de René Descartes. Il faut que l'homme se rende maître et possesseur de la nature, et avec la métaphore du vivant comme une horloge. Et ça imprègne jusqu'à aujourd'hui très fortement encore notre idéologie. Et c'est une idéologie qui a été forgée au XVIe siècle contre l'idéologie paysanne, y compris des paysans européens. Quand on parle de la Pachamama, on a l'impression que c'est un truc d'Amérique latine, mais en fait c'est assez impressionnant parce que dans les textes européens du Moyen-Âge, l'image de la terre-mère, elle est très présente. Donc en fait, aussi en Europe, avant le XVIe siècle, la grande majorité de la population avait une vision organique du vivant. Et en fait, on se rend compte là, au XXe siècle et au XXIe siècle, on s'est rendu compte que cette vision organique, elle est beaucoup plus proche de la réalité que la vision mécaniste, qui est complètement une connerie, quoi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a eu des tas de luttes paysannes, et je crois qu'il faut aller approfondir, réapprendre. Dans tous les pays, il y a eu des luttes paysannes, et ces luttes, leur objet, c'était d'être reconnus à égale dignité des autres êtres humains. Et aujourd'hui encore,
C'est ça l'objet des luttes sociales, de toutes les luttes sociales. Et c'est ça ce que disaient déjà les paysans et les paysannes il y a des siècles et des siècles. Et par exemple, un autre exemple historique, la Révolution française, on a toujours l'impression que ça se passe que à Paris. Mais en fait, il y a eu un immense mouvement historique des paysans qui se sont soulevés, mais il y a quand même eu un problème, plusieurs problèmes. C'est qu'en fait, très rapidement, il s'est avéré que c'était d'abord pas pour les femmes, mais aussi pas pour les populations de toutes les zones colonisées par la France à cette époque-là. Et donc en fait, la révolution essentielle de ce moment-là, c'est pas la révolution française, c'est la révolution haïtienne. Parce que la révolution haïtienne, en fait, quand les Haïtiens ils entendent la nouvelle de la révolution française, ils se disent génial. Puis en fait, c'est pas pour eux. L'esclavage est maintenu à Haïti. D'abord, il est annulé, puis il est remis en place. Et donc les Haïtiens se soulèvent, et ils se soulèvent sous la bannière d'un mot. Enfin, moi, je suis allée à Haïti l'année dernière. C'est vraiment je trouve ça fascinant. Enfin, voilà, il faut faire honneur au peuple haïtien. Sous la bannière de tout moun, c'est moun. Moun, c'est une personne. C'est-à-dire toute personne est une personne. Et ça, c'est quelque chose à Haïti, on l'entend sans cesse. C'est la leçon du peuple vis-à-vis du peuple. Toute personne est une personne. Et je crois que c'est la leçon des paysans et des paysannes du monde. Qu'il faut qu'on maintienne ce principe d'égale dignité dans une grande diversité. Et voilà. Et donc je crois que dans la Via Campesina, avec la diversité, le pluralisme qu'on a, c'est bien sûr quelque chose qu'on essaye de faire vivre. Et donc je vais essayer. Je suis très en retard, non ? 2 minutes. Ok, je vais essayer de conclure. Donc d'abord de dire qu'aujourd'hui les paysans ils sont pas du tout en période d'extinction. On n'a jamais été autant de paysannes et de paysans dans le monde qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu une immense croissance démographique aussi. Donc mais en nombre absolu, il y a plus de paysans et de paysannes aujourd'hui dans le monde qu'il n'y en a jamais eu. Qu'aujourd'hui les paysans et les paysannes nourrissent plus de 70% de la population mondiale. Donc c'est pas l'agro-industrie qui nourrit la population mondiale. Et que, y compris en Europe, où on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a plus grand-chose, dans l'Union européenne, il y a plus de 65% des fermes qui font moins de 10 hectares. Donc il y a une immense majorité des fermes qui sont des fermes petites et moyennes qui font de l'agriculture paysanne. Et donc du coup, le mouvement paysan mondial, on a cette volonté de changer le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour défendre notre intérêt corporatif, mais réellement pour changer le monde, sur une base de 6 axes qui doivent aller ensemble, qui ne sont pas déconnectables les uns des autres. La première chose, c'est la réforme agraire, le partage juste des terres, de l'eau, des semences, de tout ce qui permet de produire, sur la base du droit d'usage. La deuxième chose, c'est des règles d'échange de commerce justes, basées donc sur la souveraineté alimentaire, le droit de protéger les productions locales sans aller attaquer de façon commerciale les productions des autres pays et des autres populations. Les droits paysans, et on a obtenu il y a 6 ans l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la déclaration de l'ONU sur les droits des paysans, qui est un outil de droit très important pour tous les paysans et les paysannes du monde. Le féminisme paysan et populaire, avec cette idée fondamentale de l'égalité et du refus de la violence des uns sur les autres et de ce maintien d'une domination patriarcale. L'agroécologie, avec la volonté de sortir de ce schéma de domination des humains sur la nature et de reconstruire un schéma de coopération et de coopération avec les autres êtres qui peuplent nos territoires. Et le dernier principe, c'est la paix et l'internationalisme. C'est pas possible que le mouvement paysan se replie sur lui-même. On voit à l'heure actuelle que, voilà, on est dans un contexte très grave aujourd'hui de repli sur soi-même et de nationalisme avec l'extrême droite qui monte un peu partout. Et le principe paysan, c'est un principe d'internationalisme pour fonder cette paix entre les peuples. La paix ne sera jamais faite par les dominants et les grands de ce monde, mais elle doit être faite par les populations, parce que c'est tous ensemble qu'on doit aller vers plus d'égalité pour réussir à affronter les grands défis que sont la crise climatique, la crise de la biodiversité, tous ces grands défis-là. On se rend compte qu'il y a un consensus des populations pour affronter ça,
mais que par contre, il faut abattre des gens privilégiés qui sont prêts à aller jusqu'au génocide pour ne pas reconnaître ce principe d'égalité-là. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci.